Aujourd'hui, je vais vous parler de stress physique et de stress mental. Et je vais commencer par vous poser la question, êtes-vous plutôt stress physique ou stress mental? Est-ce que vous le savez? Alors évidemment, les deux sont liés. Il y a des vases communicants entre les deux, c'est indéniable. Un stress physique, comme par exemple une blessure qui va vous immobiliser, va forcément induire un stress mental. Par exemple, ça va dépendre de votre tempérament évidemment, mais si vous êtes alité parce que vous vous êtes cassé une jambe et que vous ne pouvez plus bouger pendant un mois, il y a des chances qu'il y ait soit de la frustration qui soit générée, soit des ruminations mentales parce que vous avez le temps de réfléchir, soit ça peut être chez certaines personnes de la dépression parce que justement elles sont arrêtées dans leur élan de vie, on va dire, ou selon elles sont arrêtées et elles n'arrivent pas à se faire une raison. Et inversement, un stress mental, comme par exemple une personne qui aurait de l'anxiété en permanence, ferait du souci pour tout le monde, va induire un stress physique, c'est ce qu'on appelle la somatisation. Donc ça peut se traduire par des tensions musculaires, parce que plus on est dans l'anxiété, plus on est dans sa tête, moins on est dans son corps, et presque inconsciemment on va commencer à se crisper déjà mentalement, puis après physiquement, donc beaucoup de contractions musculaires. Il y a évidemment des hormones du stress qui se déversent dans le corps à force d'avoir des pensées lourdes, noires, polluantes. Donc voilà, on sait que stress physique et stress mental sont liés. Ma question, c'est de connaître le point de départ. En fait, c'est super important de savoir où est-ce que chez vous ça fait défaut. Qu'est-ce qui induit quoi ? Et c'est important parce que, en tout cas en naturopathie, nous on aime bien avoir une approche dite, alors évidemment globale, mais aussi causale, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la source du problème. Pourquoi on va aller chercher la source ? Parce que c'est nettement plus efficace. Si on coupe le robinet à la source, ou si on coupe la source d'une rivière, tout ce qui est en aval va forcément cesser. Donc toutes les conséquences, les multiples ramifications d'une même cause vont être prises en compte. Donc pour vous, ça peut être super intéressant de vous poser la question, chez moi, lorsque le stress se manifeste, est-ce que déjà c'est causé plus par un stress physique qu'un stress mental ? Et ensuite, est-ce que en termes de conséquences, qu'est-ce qui en pâtit le plus ? Est-ce que c'est mon corps ou est-ce que c'est mon esprit ? Donc pour vous aider, je vais faire des petites études de cas pour vous montrer voilà, qu'est-ce que c'est que le stress physique et le stress mental. Alors au niveau physique, les causes de stress physique, vous les connaissez pour la plupart, mais on va les revoir quand même. Ça va être déjà d'avoir tout bêtement de l'endurance physique hors norme, c'est-à-dire des conditions de vie ou de travail qui sont rudes, difficiles. Ça commence déjà par jamais de temps pour se reposer. Est-ce que c'est votre cas ? Ou jamais de temps pour bien dormir convenablement à hauteur de ce que je voudrais. Est-ce que c'est votre cas ? Je pense ici aux réveils nocturnes qui sont induits par la pensée, mais aussi qui peuvent être induits par, je sais pas, un enfant en bas âge, par exemple. Donc un manque de sommeil, un manque de repos, ça va nous priver de notre source de récupération d'énergie et donc induire une agression physique dans le corps. Après, il y a toutes les conditions de travail rudes comme trop de lumière. Ça peut être travail ou vie d'ailleurs. Vous travaillez à l'extérieur, il y a trop de lumière ou trop de chaleur. Et donc, ça a un impact sur la physiologie de votre corps. Ou alors, trop froid ou trop sombre. Vous travaillez ou vous vivez dans une grotte. Ou alors, vous avez la clim qui est trop poussée et vous avez tout le temps froid. Peut-être c'est pas vous qui décidez, vous subissez ça, ce qui est pire. Ou bien trop de stimuli, par exemple trop de stimuli visuels, du mouvement ou auditif. Il y a trop de bruit, trop de mouvement. Est-ce que vous travaillez en open space ? Est-ce que vous passez beaucoup de temps, vous travaillez beaucoup dans des grandes surfaces où il y a énormément de bruit, des éclairages qui sont pas forcément bons pour la santé, où il y a beaucoup trop de mouvements, de sollicitations et le cerveau souffre, mais d'un point de vue physique, je dirais, ou est-ce qu'au contraire, vous n'avez pas assez de stimuli, ce qui vous met dans une forme de sous-stimulation presque qui donne de la souffrance physique.
Est-ce qu'il fait trop humide ou trop sec? Ça aussi, on peut parler des gens qui travaillent en intérieur avec de la clim qui assèche l'air. Ou est-ce que vous travaillez en extérieur dans un environnement particulièrement humide qui a un impact sur votre corps? Donc là, on est dans, on va dire, des conditions de vie, d'endurance physique, de stress physique qui sont non pathologiques, mais qui, jour après jour, va avoir un impact sur vous. Posez-vous la question, est-ce que mon quotidien est fait de ces choses-là? Ensuite, on va avoir tout ce qui est blessure. Évidemment, blessure, douleur, c'est comme une agression vécue par le corps et il va mettre en place toute une réaction physiologique de défense qui va changer la physiologie de votre corps et donc ça va être considéré comme un changement, un stress négatif. Il y a aussi ce qu'on appelle l'inflammation. Ça peut être de l'inflammation aiguë, mais aussi de l'inflammation, on va dire, chronique. Donc, toutes les personnes qui ont de l'inflammation, par exemple aux articulations, arthrite, arthrose, et qui, sur le long terme, souffrent de ça, c'est un poids pour le corps. Ça passe pas inaperçu. Je veux dire, ça s'arrête pas à la souffrance articulaire. Ça va bien au-delà. Est-ce que vous avez de la souffrance inflammatoire digestive? Vous êtes coliteux, coliteuse? Est-ce que vous avez une gêne inflammatoire ORL pendant les maux d'hiver, par exemple? Tout ça, ça a un impact sur l'usure du corps physique. Et puis, plus à long terme, on va avoir tout ce qui est pathologie lourde, grave, que ce soit un pathogène externe ou que ce soit votre corps qui se dérègle par lui-même. Il y a le corps qui est mobilisé, dont les ressources sont vraiment pompées pour pouvoir mettre tout en œuvre pour essayer de rééquilibrer cette pathologie et ça va vous user physiquement. Voilà. Donc en général, les causes physiques peuvent se voir et les conséquences aussi. Alors si on va du côté des conséquences, on verra qu'il y a des signes physiologiques soit que vous ressentez en intérieur, soit qui sont visibles à l'extérieur. Et dans toutes circonstances de stress aigu, on va avoir ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation. Donc, beaucoup de personnes connaissent ce syndrome. Je vais vous faire un résumé rapide. L'idée, c'est pas vraiment de faire un cours de physiologie, mais en gros, quand on est face à un stress imminent au niveau physique, il se passe des palpitations du cœur, les poumons qui marchent beaucoup plus que d'ordinaire pour oxygéner le corps et les muscles qui sont beaucoup plus sollicités pour être prêts au tonus musculaire, prêts à l'action. Et il n'y a pas besoin d'être dans un danger de vie ou de mort pour que ça se déverse. Tout ça, c'est une réaction physiologique qui est quasiment toujours la même dès qu'on a le sentiment d'être sous stress, que ce soit vital ou non. Donc le corps prend beaucoup sur lui, que ce soit au niveau musculaire, cardiaque, respiratoire, et puis aussi hormonal, puisqu'on a les hormones de stress qui se déversent, que vous connaissez bien, qui sont l'adrénaline en tout premier, puis le cortisol sur le moyen long terme. Ça et plein d'autres choses, je ne rentre pas dans le détail, ça fait partie du syndrome général d'adaptation. Et que vous ayez un stress physique d'ailleurs ou mental, en général, c'est le même syndrome qui revient, que le stress soit d'origine, soit dangereux, potentiellement très dangereux pour vous, ou pas vraiment. Du moment que vous le percevez comme un stress, le stress physique peut vous amener à ça. Après, au niveau physique, on a des signes musculaires et nerveux qui sont très visibles en général chez les personnes. Vraiment, les muscles et les nerfs prennent le plus, surtout pour tout ce qui est stress chronique. Et j'aime bien demander en consultation aux personnes quelle est la zone du corps qui prend le stress chez vous le plus souvent. Alors ça peut changer, mais souvent il y a une zone en particulier qui va être plus affectée en fonction de vous, votre histoire, vos expériences, tout le cheminement de votre vie, tout ce qui s'est engrammé dans votre mémoire et qui participe à la projection mentale de peur que vous pourriez avoir, et ça vient se loger dans différentes zones du corps. Donc certaines personnes, ça va être la mâchoire. D'autres personnes, ça va être la gorge. Moi, très longtemps, ça a été la gorge, c'est-à-dire soit il y a des gens qui ressentent une boule dans la gorge. Moi, c'était plutôt un resserrement au niveau de la gorge. Très désagréable. Ça peut être aussi les jambes sans repos, vous savez, presque inconsciemment. Ça peut être également les
les mains qui se ferment et qui s'ouvrent en permanence. Vous savez, les gens qui serrent les mains sans se rendre compte, ou bien les orteils qui se chevauchent en permanence, ou les pieds aussi, les plantes de pieds qui se resserrent, sont des réflexes quelque part, mais qui sont quand même semi-conscients et puis orchestrés par nous. Ce sont la plupart du temps des muscles striés, des muscles volontaires. Puis on va avoir aussi des gens qui rehaussent les épaules en permanence et donc dont les trapèzes vont vraiment beaucoup souffrir. Et donc chacun est différent, chacune est différente. C'est super intéressant d'aller voir là où ça fait défaut chez vous, parce que du coup on peut ensuite vraiment orienter et cibler des clés de santé naturelle, des remèdes, des recettes, des rituels qui sont vraiment individualisés. Après, il y a aussi, j'ai oublié de le mentionner, les plexus, c'est-à-dire tous les faisceaux de nerfs, les pelotes de nerfs dans votre corps, donc en particulier le plexus solaire ou plexus cœliaque ici, que beaucoup de gens ressentent comme serré. On dit le plexus noué. Ça donne aussi la sensation de la boule au ventre, par exemple. Donc voilà, ça c'est pour le stress physique. Quelques exemples qui, j'espère, vous permettront de vous poser, de vous dire, voilà, qu'est-ce qui chez moi fait défaut et comment ça se caractérise, voilà. Et est-ce que j'arrive à retrouver des choses qui auraient pu être mentionnées ici ou d'autres. Au niveau mental, stress mental, on va plus être dans soit les émotions, soit la pensée. Alors il y a une différence entre les deux. Bien sûr, la plupart d'entre vous la connaissent, mais pour petit rappel, les émotions, on est dans quelque chose qui va amener une forme de souffrance psychique, mais qui va aussi, excusez-moi, amener une réaction physique. C'est-à-dire qu'il y a souvent une réaction immédiate physique qui est visible de l'extérieur. Donc, pour vous donner des exemples, on va prendre la peur. Par exemple, la peur, il y a comme une réaction de surprise, d'intériorisation, de retrait à l'intérieur, de constriction, de contraction. Parfois, le sang peut être contenu dans certaines zones du corps et pas d'autres. On empêche un petit peu la circulation du sang, ce qui fait qu'on a de la pâleur qui est visible et manifeste de l'extérieur, et de la contraction musculaire aussi. On peut avoir aussi la tristesse. Alors la tristesse, là on va retrouver des gens qui ont la poitrine qui s'affaisse. Premier signe de la tristesse, évidemment la boule à la gorge, les larmes. Ça c'est classique en général. Mais sinon, les gens qui sont plus intériorisés peuvent avoir comme un affaissement de la poitrine, une sensation de poitrine concave. On va avoir chez les personnes qui ressentent de la frustration. Alors la frustration, c'est de la colère, mais rentrée, qui n'est pas exprimée au dehors. Donc on est dans l'intériorisation aussi, donc des contractions musculaires. Et puis ça va au-delà de ça, on est vraiment dans un énervement intérieur. Donc il y a souvent des soupirs, beaucoup de soupirs chez les personnes qui sont frustrées. Et puis on a la colère bien sûr qui est, elle, la version extériorisée, explosive, et qui sort et qui se voit parce qu'il y a cette notion de chaleur, de sang qui est pompé partout dans le corps, de rougeur de la face ou du corps. Donc il y a vraiment une manifestation physique indéniable et une explosion, qu'elle soit verbale, gestuelle ou autre. Et ça, c'est vraiment typique des émotions, d'avoir à la fois ce pont entre le corps et la psyché. Alors que dans la pensée, vous vous reconnaîtrez si vous êtes... Alors évidemment que les pensées ont un impact sur le corps et il y aura toujours des vases communicants, mais c'est moins immédiat. La pensée, on est plus dans des concepts, des idées, des projections mentales, des choses qui ne sont pas tangibles en soi. Et on va avoir par exemple des ruminations mentales, des pensées en boucle qui reviennent. Alors si c'est positif, tant mieux pour vous, mais la plupart du temps ce sont des pensées négatives, des pollutions si vous voulez, des obsessions, des ruminations. Et donc là on va être vraiment dans quelque chose qui se répète, un schéma. On va avoir toujours les mêmes pensées de jour en jour. Hier c'était pareil qu'aujourd'hui, ce sera pareil que demain, à les 10-20% des pensées près, et c'est usant, c'est fatigant.
c'est plombant parce que c'est négatif, ça ne valorise pas. On va avoir aussi, par exemple, de l'anxiété, une personne qui se fait toujours du souci pour telle ou telle personne ou pour telle situation, qui projette en permanence. On va avoir les gens qui ont aussi des désirs ou des envies. Donc il y a un acharnement, une image mentale projetée sur quelque chose qu'on veut absolument, mais ça ne se passe pas. Et donc, on peut tomber dans la frustration, mais on peut aussi tomber dans l'acharnement excessif. Non, mais j'y vais quand même, je veux quand même. Et puis cette envie non assouvie, elle va finir par être une forme de souffrance. Parce qu'il y a comme un non-lâcher-prise, en fait, intellectuel et émotionnel aussi. C'est un peu un non-lâcher-prise du cœur. Et donc ça, c'est une forme de pensée, de pensée qui peut amener de la souffrance. On peut avoir aussi de la culpabilité, ce sentiment d'être j'ai pas assez fait, ou j'aurais dû faire, ou j'aurais pas dû faire. Vous savez, c'est cette torture mentale qui revient en permanence. Donc voilà, la différence entre l'émotion et la pensée. Et il faut savoir que si vous arrivez déjà à distinguer les deux, c'est super. Vous dire, voilà, je suis sur quelque chose de plus physique et qui est quand même une détresse mentale, ou sur quelque chose de plus conceptuel, mais qui reste vraiment problématique au niveau mental pour moi aussi. Alors, les conséquences, ça c'était les causes, les conséquences de ces émotions, de ces pensées, ça va être évidemment le syndrome général d'adaptation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le corps qui met en place cette physiologie qui sera toujours quasiment la même, le cœur qui palpite, les poumons qui cravachent, les muscles prêts à dégainer, entre autres, hein, alors qu'il n'y a pas vraiment forcément de risque vital dans le cas d'une émotion ou d'une pensée. Et puis, sur le long terme, on va avoir des signes plus apparents, des dégradations physiques, pardon, des dégradations émotionnelles ou mentales. Donc, par exemple, la peur, ça peut amener une perte de confiance en soi, parce qu'on est tout le temps sur ses gardes, une perte de confiance en soi, en les autres, une espèce de retrait social, et puis un changement de comportement, on en parlera tout à l'heure, mais donc forcément une forme de rétraction en fait, et ça amène des phobies, ça amène des tocs tout simplement à long terme. Ensuite, on va avoir par exemple dans la frustration, ça peut amener des formes de tension musculaire telle, parce qu'on a cette pression en interne de la cocotte minute, que ça va dérégler des organes, ça va crisper les muscles de certains organes, ou les faisceaux de nerfs de certains organes aussi, donc ça va nous empêcher de bien digérer, par exemple un estomac ou un foie qui fonctionne moins bien, et donc ça va amener ça peut amener des pathologies ciblées sur des parties du corps ou des organes en particulier, à force de tendre, de détendre, de tendre, de détendre, parce que là-haut on était trop frustrés. La tristesse, ça va amener la déprime, la dépression, voilà, sur le long cours. La colère, ça va amener des explosions telles qu'on va avoir une manifestation extérieure, comme de la violence physique, de la violence verbale, et puis un impact sur les relations, l'entourage. Et puis les pensées, ça va amener, alors plus on a les mêmes pensées, plus on entretient les mêmes pollutions, plus on va tomber dans le côté obtus, sclérosé du mental, c'est-à-dire on est moins dans la créativité, l'ingéniosité, la nouveauté, on est vraiment dans le quotidien, et puis au final le quotidien devient enfermant, c'est-à-dire que moi je fais pas ça, non je fais pas ça, non je fais pas ça, et moi j'aime pas ça, et on devient voilà, négatif. Ça peut amener des formes de paranoïa, des formes de rigidité mentale, d'enfermement mental qui sont pas très sympas au final. Voilà, donc que ce soit pensée, émotion ou physique, il y aura forcément une répercussion long terme sur le comportement. Ça peut être un évitement social, comme je disais tout à l'heure, ou aller voir, ou avoir besoin de voir des gens pour combler un manque, au contraire. Ça peut être faire flamber la carte bleue au magasin parce qu'on a besoin de se défouler, ou un excès d'activité sportive ou physique parce qu'on a besoin de se défouler. On le fait pas par plaisir ou par
envie d'équilibre et de bien-être, on le fait de façon un peu forcée parce que c'est un défouloir, c'est un échappatoire en fait. Il y aura aussi des conditions, on va dire des répercussions à long terme, que la cause soit physique ou mentale. Ça va amener de l'usure, de la fatigue, de l'inflammation et puis à terme des pathologies qui sont pas très sympas. Mais je suis pas là pour vous parler du tableau noir, je suis là pour vous expliquer pourquoi c'est super important d'essayer de vous demander, vous dans tout ça, quel est votre stress, c'est-à-dire quel est votre schéma de stress. Et est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous connaissez le point de départ? Stress physique, stress mental. Est-ce que vous connaissez vos signes physiologiques et vos signes émotionnels et mentaux qui reviennent souvent? Est-ce que vous passez suffisamment de temps à vous observer, à passer ce temps à vraiment voilà, vous regarder de l'extérieur, un peu comme si vous regardiez un film, et vous dire, ben voilà les choses qui chez moi reviennent en permanence. Et puis, est-ce que vous passez du temps à ressentir dans votre corps? Souvent, dans nos sociétés, on ne nous a pas appris à ressentir. On est beaucoup dans notre tête et pas beaucoup dans notre corps. Donc, on ne ressent pas toutes ces choses que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Et on est coupé de ça complètement. Donc, ça passe complètement à la trappe ou alors on est semi-conscient. Et pas à un micro-niveau en tout cas, à un macro-niveau peut-être, mais pas à un micro-niveau. Et c'est super intéressant de pouvoir peut-être vous poser et au-delà de vous observer, de pouvoir identifier par l'observation, puis après noter. Par exemple, dans un carnet de bord, vous pouvez écrire et étudier sur le long cours ou sur quelques jours qu'est-ce qui se passe chez moi, quel est mon schéma opérationnel à moi, qu'est-ce qui fait que j'ai mon schéma unique, mon pattern qui est différent de quelqu'un d'autre. Et est-ce que je suis au clair avec ça surtout? Voilà. Et pourquoi c'est super important de mieux se connaître? Parce que dès les premiers signes de stress, vous pourrez, dès que vous connaîtrez la cause et les conséquences, vous pourrez désamorcer, c'est-à-dire vraiment abréger les souffrances, arriver avec des bonnes techniques, des bons outils pour dire voilà, moi je sais que c'est mental, c'est là que ça pêche pour moi, je vais utiliser telle ou telle technique pour arrêter dès les signes d'appel la boule de neige en fait. Et puis quelque part reprendre le gouvernail de votre navire avec la plus grande douceur, la plus grande bienveillance, dire c'est moi qui dirige, je vais éviter justement de me dévoyer et je vais retrouver mon cap, mon calme, mon centrage, mon union, mon harmonie. Et puis, ça vous permet aussi de savoir, de cibler quelles sont les aides les plus adaptées. Si c'est physique, si c'est mental, on ne va pas avoir la même approche. En naturopathie, il y a plein d'approches différentes. On a moult approches, moult techniques, qu'elles passent par l'alimentation, la gestion du stress, excusez-moi, l'utilisation des plantes, des huiles, etc., etc. On essaye un maximum vraiment de cibler ce qui fait sens pour vous. Donc par exemple, on va avoir, j'aurai le temps de refaire des vidéos sur le sujet avec vraiment tout un arsenal de recettes, remèdes, rituels, mais pour vous donner quelques exemples dans les grandes lignes, au niveau stress physique, on va aborder l'alimentation d'une certaine façon, peut-être pour nourrir les muscles qui souffrent plus. Au niveau stress mental, on va l'aborder d'une autre façon pour nourrir peut-être le cerveau. Au niveau des techniques de relaxation, pour ce qui est stress physique, on pourra se tourner vers des techniques qui engagent plus le corps justement, parce que c'est lui qui souffre. Donc des techniques par exemple de tension et de relâche. De tension et de relâche. Tout ça avec le souffle pour pouvoir amener vers plus de détente physique, neuromusculaire. Alors que dans le cadre du stress mental, on va se tourner peut-être vers des choses qui titillent plus l'imaginaire ou la pensée. On pourra utiliser par exemple une technique de rêve éveillé, où on utilise l'évocation d'un beau paysage dans lequel vous êtes et vous construisez, vous poursuivez un chemin particulier qui vous calme, qui vous apaise. Donc
Il va y avoir aussi, par exemple, au niveau des plantes, des choix qui seront différents. Au niveau stress physique, on peut se tourner, s'il y a beaucoup de tension neuromusculaire, vers des plantes qui calment les crampes ou les spasmes ou les contractions, donc des plantes dites antispasmodiques, comme la valériane par exemple, ou alors des plantes qui induisent le sommeil, qui mettent le corps dans un état de détente tel que elles sont hypnotiques, comme la valériane également, mais le pavot de Californie. Alors que du côté du stress mental, on pourra peut-être se tourner vers des plantes qui sont beaucoup plus dites calmantes, des ressassements mentaux, des pensées en boucle. La passiflore fait ça très bien par exemple. Au niveau des huiles essentielles, pareil, on va se tourner vers des huiles, dans le stress physique, plus des choses qu'on se met sur le corps, donc des huiles antispasmodiques ou anti-inflammatoires, alors que au niveau du stress mental, on va être plus dans des huiles, non pas, alors on peut s'en mettre sur le corps, mais on va utiliser plus le phénomène, le mécanisme de l'olfaction. Donc comment une odeur peut atteindre le cerveau, le bulbe olfactif, lui-même intrinsèquement lié au cerveau limbique, lui-même intrinsèquement lié à nos émotions. Donc comment par une odeur on peut apaiser le mental, l'émotion, avec par exemple une huile essentielle de lavande, d'orange douce. Et dernier exemple que je peux vous donner pour des approches différentes, stress physique, on pourra se tourner vers des techniques de bain chaud ou de bain dans lesquels on mettra des sels de magnésium par exemple, pour relaxer justement la tension musculaire. Alors que du côté stress mental, on peut peut-être utiliser des techniques de coaching avec un cahier de bord, un cahier du mental, un cahier des émotions qui vous permettra d'aller noter chaque jour quelles sont les émotions qui reviennent en boucle, quels sont les schémas de pensée qui reviennent en boucle chez vous, quels sont ces schémas répétitifs, on va dire. Donc, moralité, c'est super important que vous vous connaissiez mieux, que vous vous observiez mieux. Je mettrai quand même une petite observation. En naturopathie, bien qu'on cherche la cause, il n'y a pas toujours qu'une cause. On cherche surtout le pattern, le schéma, alors, à la fois de la cause, mais le schéma de signes physiques, physiologiques et mentaux qui vous caractérisent vous, puisqu'on va avoir aussi une approche globale, complète, qui s'appuie sur différents socles. Donc, on n'est pas là à dire, tiens, prends ce remède pour telle condition, ou prends ce remède pour tel signe, ou prends ce remède pour tel, ou prends cette recette, ou prends ce rituel pour ce signe isolé. Ça ne va pas vous amener à un soulagement à long terme. Ça sera juste des béquilles ponctuelles, du one shot. Ce qu'on cherche, c'est plus à avoir une approche pérenne, durable. Et donc, plus l'approche est à la fois causale et globale, plus ce sera personnalisé. Un exemple, ça va être de dire, vous, par exemple, vous êtes peut-être rongé par la culpabilité. Et puis, il s'avère que non seulement vous avez de la culpabilité, mais au niveau stress physique, vous ne dormez pas en plus. Donc, ça fait un combo, une combinaison qui est spécifique à votre profil à vous. Alors que votre compagne ou votre compagnon, il va être plus colérique. Et dans sa colère, manque de bol, il a été blessé physiquement et il est alité. Et donc là, on va avoir une toute autre approche parce qu'il y aura d'autres causes, d'autres conséquences et donc une autre approche de clé naturelle de bien-être. Donc en conclusion, je vous dirais, passez ce temps avec vous, attribuez-vous ce temps, c'est très important. Et puis c'est surtout bénéfique sur le long terme de pouvoir, premièrement, prendre conscience de son stress. La prise de conscience, elle est essentielle. Et ensuite de vous observer. C'est où, c'est quand, c'est comment. Comme si vous étiez le témoin observateur. Troisièmement, de ressentir. Et c'est là souvent qu'on a des manquements, puisqu'on ne sait pas vraiment faire, on ne nous a pas trop appris. On savait faire petit enfant, puis on ne sait plus maintenant. Donc, ressentez dans votre corps. Ressentez même une émotion, ce que ça fait. Ressentez même une pensée, ce que ça fait dans votre corps à terme. Et puis, posez-vous et notez dans la durée qu'est-ce qui revient toujours. Qu'est-ce qui est votre signature, votre empreinte personnelle, unique, qui fait que vous êtes vous.
Et à partir de là, le monde s'ouvre à vous par rapport à plein de clés, de recettes, de remèdes, de rituels naturels qui peuvent vous aider sur ce chemin. Petit challenge si vous l'acceptez, sur les 5 prochains jours, notez dans un petit carnet l'impact corps, émotion, mental du stress. Et puis si cette vidéo vous a plu, eh bien laissez-moi un petit commentaire pour me dire quelle est votre situation à vous, si vous avez entrepris ce petit challenge, comment ça s'est soldé, qu'est-ce que vous en avez retiré, voilà, ça m'intéresse de tout savoir et puis on pourra échanger à partir de là. Merci encore, à tout bientôt.